Parfait. Eh bien, donc, bienvenue à tous et à toutes, surtout dans ce webinaire. Nous avons un monsieur, je crois, qui participe également. Donc, le sujet, d'abord, nous allons nous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, je suis Ariane Monami et je suis accompagnée de José Sanchez. Donc, personnellement, je suis titulaire d'un doctorat en médecine, d'un diplôme universitaire de diététique médicale et d'un diplôme interuniversitaire en alimentation, santé et micronutrition. Donc, je me présente également. Donc, je suis coach sportif, diplômé d'État. J'ai également un DIU en alimentation, santé et micronutrition. Et donc, je m'occupe d'un centre qui, justement, prend en charge les personnes qui souhaitent donc se remettre en condition physique, perdre du poids. Et justement, nous avons eu à répondre à beaucoup de problématiques dans le domaine de la prise de poids et notamment dans les tranches d'âge justement de 40 à 65 ans. Donc, c'est pour cela que nous avons eu l'idée de faire un webinaire pour essayer de vous expliquer un petit peu comment ça se passait et ce que l'on peut apporter comme solution dans ce domaine. Alors, avant d'aller plus loin, José, je vais te charger de lire les questions. Donc, quand tu auras des questions qui viendront au fur et à mesure, tu nous les donneras. Et puis, pour les autres questions, nous les passerons en fin de conférence. Très bien. Donc, quels sont les points que nous allons voir ce soir ? Ces questions, en fait, sont issues d'un sondage que nous avons réalisé auprès des adhérentes du centre et auprès également des clientes de notre boutique Internet. Et nous leur avions posé un certain nombre de questions sur la ménopause et les désagréments éventuels de cette période. Donc, une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est pourquoi on prend plus facilement du poids après 40 ans et pourquoi il est plus difficile d'en perdre. Et ce qui va avec cette question, comment faire pour perdre du poids définitivement sans s'affamer. Oui, ça c'est très important, sans s'affamer bien entendu. La deuxième question qui a été posée, c'est comment éviter le relâchement cutané, quels sont les aliments à privilégier et quels sont les exercices à effectuer. C'est José qui nous répondra principalement sur cette question. Enfin, la troisième question, comment éliminer les désagréments de la ménopause? Quels compléments peuvent être utiles pour retrouver de l'énergie et lutter contre les bouffées de chaleur? Alors, juste pour revenir à la deuxième question, ce qui revient régulièrement comme question parmi nos adhérentes, c'est effectivement derrière les bras, comment est-ce que je pourrais faire pour éviter que la peau ne se relâche et que ce soit très désagréable de se mettre avec un t-shirt sans manches. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous pouvons maintenant répondre à ces questions, parce que c'est quelque chose qui nous a été posé plusieurs fois tout au long de ces années. Donc, la première partie, pourquoi on prend plus facilement du poids après 40 ans et pourquoi il est plus difficile d'en perdre. Dans cette partie, on va être un petit peu technique et on va voir que chez la femme, à partir de 40 ans, deux situations s'ajoutent. La première, qui est le vieillissement progressif, qui touche les femmes, mais également qui touche les hommes. Et la deuxième, qui est la baisse brutale des hormones féminines. Donc, l'évolution avec l'âge, je vais laisser la parole à José. Alors, pour connaître un petit peu le futur,
Et parce que le présent, eh bien, on le connaît bien, puisque vous êtes certainement dans la situation où vous vous posez la question de savoir pourquoi vous avez pris du poids. Et pour connaître le futur, il faut connaître un petit peu le passé. Donc, ce qui se passe depuis le départ, c'est que nous avons construit notre corps, bien entendu, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est vraiment une période extrêmement importante de construction, donc qui va avoir des incidences sur le futur, bien entendu. À partir de l'âge adulte, il y a une sorte de plateau, on va dire que l'on va conserver les acquis de cette construction. Et puis, malheureusement, à un moment donné, eh bien, la chute va apparaître. Et là, il va y avoir beaucoup de phénomènes qui vont se surajouter, et notamment des phénomènes comme la perte de la masse musculaire, parce qu'il faut quand même savoir que on va perdre à peu près entre 50 et 70 ans, on va perdre à peu près 50% de cette masse musculaire. Donc, la force musculaire, bien entendu, va baisser. La densité osseuse, malheureusement, également. Et bien entendu, la capacité respiratoire va baisser également. Je rajouterai également une chose aussi, c'est que la souplesse aussi eh bien, va également se réduire. Il y a quand même des choses qui peuvent être, on va dire, des bonnes nouvelles aussi, c'est que tous ces éléments-là peuvent être contrecarrés par, un changement de mode de vie, mais en essayant de le mettre en place le plus tôt possible. Donc ce mode de vie va nous faire gagner des capacités dans toutes les parties masse musculaire, force et densité osseuse et capacité respiratoire. Donc plus je suis en forme quand je vieillis, plus j'ai accès encore à des loisirs et moins je suis sujet à des maladies de mode de vie. Sinon, bien, la dégringolade, elle est quand même assez importante. Alors, qu'est-ce qui se passe si, justement, le petit trait en pointillé vert, c'est le fait d'avoir fait quand même pas mal d'activités physiques en étant jeune. Bon, d'accord, c'était le passé. Quelques-unes ont dû être très sportives à l'époque. Et puis, tous les sports, bien entendu, n'ont pas apporté le même résultat. Mais quand on a fait quand même pas mal de sport, on a quand même construit à l'adolescence une certaine capacité musculaire et une certaine densité, on va dire, osseuse. Alors, ça ne se construit pas simplement avec de l'activité physique. L'alimentation a joué un rôle extrêmement important à la naissance. Donc, à la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est pour ça que ce que nous développons avec Ariane, ce sont vraiment des programmes nutritionnels le plus tôt possible. On voit bien la petite différence de capacité qui va apparaître à l'âge adulte. Donc cette capacité-là va demeurer tout au long de la vie, bien entendu, si on l'entretient. Tu parles de la naissance, mais de plus en plus, on s'intéresse aussi à la grossesse, puisque il est prouvé que la nutrition de la femme enceinte va véritablement influer sur les capacités et la condition physique de son futur bébé. Alors c'est intéressant, effectivement, puisque pour les personnes qui vont acquérir des connaissances grâce, je l'espère, à ce webinaire, eh bien, elles pourront essayer de le transmettre à leurs proches pour justement cette fois-ci avoir un peu plus d'informations dès la grossesse pour peut-être des petits-enfants, hein, quand même, il faut bien l'admettre. Alors, on voit bien que cette chute est beaucoup moins brutale si on continue d'entretenir son corps avec de l'activité physique et de la nutrition. Donc, on verra un petit peu comment ça va se passer. Et le différentiel est énorme quand même entre quelqu'un qui va participer à des loisirs, continuer à faire de la marche, à aller se promener, et puis quelqu'un qui sera peut-être cloué un petit peu sur sa chaise. Eh bien, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire tout le monde est logé à la même enseigne, donc moi je préfère personnellement être encore très actif le plus longtemps possible plutôt que d'être limité dans mes mouvements. Alors, au niveau de l'alimentation, les choses qui sont à considérer, on va bien sûr y revenir plus tard, ça va être les protéines, les vitamines, particulièrement la vitamine D,
pour les os, les minéraux, les oméga 3 et puis bien sûr l'activité physique. Voilà, donc c'est un petit peu le schéma de ce qui s'est passé du présent et du futur. Au niveau des hormones anti-âge, donc quand on parle d'hormones anti-âge, c'est principalement la DHEA et l'hormone de croissance. Ces hormones anti-âge vont suivre là on est plutôt sur une courbe, mais qui est quand même assez similaire, donc avec une période d'augmentation jusqu'à 15-20 ans, un plateau, et puis une dégradation progressive avec l'âge. Comme pour les autres paramètres, cette dégradation peut être plus rapide selon les conditions de vie de la personne et elle peut être également ralentie. Donc, on constate chez les personnes qui vieillissent en bon état qu'elles ont en général des taux de DHEA qui sont plus importants. Et bien sûr, cette DHEA va avoir une incidence sur la prise de poids, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, mais ne dévoile pas trop ce que l'on va dire après. Alors, quelles sont les particularités de la femme? Ce que l'on a dit jusqu'à maintenant, ça a touché les deux sexes, les hommes et les femmes. Pour les femmes, on va avoir bien entendu une période de croissance, une période de plateau et puis une dégradation qui va commencer à se faire à partir de 35 ans. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une dégradation beaucoup plus rapide autour de la ménopause, au moment où les hormones féminines vont chuter brutalement. Alors, 50 ans, c'est un âge moyen. Chez certaines femmes, cela peut apparaître plus tôt, chez d'autres plus tard, mais c'est vrai que c'est en moyenne autour de 50 ans que se produit la ménopause. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça peut être sympathique de répondre au fur et à mesure sur les questions. Donc, pas de questions, je passe à la suite. Donc, qu'est-ce que c'est ces fameuses hormones féminines dont on parle toujours et qui donc vont chuter à la ménopause? Donc, le petit dessin là qui apparaît, c'est un dessin qui représente un cycle menstruel. Le cycle d'une jeune femme, donc d'une jeune femme avant la préménopause et la ménopause. Donc ce cycle se déroule sur 28 jours. Pendant la première période qui est avant l'ovulation, on va avoir une première hormone qui va monter, un pic et c'est les œstrogènes qui sont concernés. Puis ces œstrogènes vont diminuer après l'ovulation. Et à partir de l'ovulation, c'est la progestérone qui va augmenter et puis qui va rediminuer s'il n'y a pas de fécondation, c'est-à-dire s'il n'y a pas de bébé qui est formé. Et quand les deux hormones tombent, ça va être la période des règles. Donc ça, c'est ce qui se reproduit tous les 28 jours chez les femmes. Bien entendu, les femmes qui ne prennent pas une pilule, puisque dans ce cas-là, cela va modifier complètement le cycle. Que va-t-il se passer au moment de la préménopause? Donc, la préménopause, c'est une période qui peut durer des fois jusqu'à 5 ans et qui va précéder la ménopause. Et au cours de cette période, le cycle va commencer à avoir des cafouillages. C'est-à-dire qu'on peut avoir des règles qui vont être plus éloignées, plus espacées les unes des autres, ou au contraire plus proches, des règles hémorragiques, enfin différentes choses qui peuvent se produire et qui font dire qu'on est en préménopause. Au cours de cette période, les œstrogènes restent normaux, donc les œstrogènes, c'est la première courbe, la bleue, mais par contre, la progestérone reste basse.
elle s'arrête de monter et du coup, cela va créer un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il va y avoir trop d'œstrogène par rapport à la progestérone et c'est ce déséquilibre qui va être responsable à la fois de rétention d'eau, notamment au niveau du ventre, de gonflements désagréables et parfois de rétention d'eau au niveau des seins, de mastose, de douleurs dans les seins. Quand on va passer à la période de ménopause, là, la situation est un peu différente puisque les œstrogènes vont être bas et la progestérone va être basse également. Donc, les deux hormones vont rester à un seuil bas. Et à ce moment-là, on va avoir, chez beaucoup de femmes, une prise de poids. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes, mais c'est quelque chose de très fréquent. Donc, la conséquence, c'est ce que l'on constate, c'est-à-dire un changement de poids et surtout un changement de silhouette avec l'âge. Entre une jeune fille de 20 ans, une femme de 30 ans, une femme de 40 et une femme de 50 ou 60, bien chaque dizaine d'années, on va avoir une augmentation de tour de taille, éventuellement une augmentation de la poitrine et une silhouette qui devient de plus en plus masculine. Alors, je crois, José, que tu voulais nous préciser quelque chose. Alors oui, je voulais vous préciser quelque chose parce que dans le poids, là justement, il y a un élément extrêmement important, c'est que le poids est composé de trois parties. Les trois parties sont les suivantes. C'est de la masse musculaire. Il y a de la masse musculaire dans un poids, quand on se pèse, hein, dans 1 kilo de poids, il y a de la masse musculaire, la masse graisseuse et de l'eau. Donc, quand il y a des variations de poids, justement, parce qu'on se pèse de plus en plus souvent maintenant, et les balances sont de plus en plus précises, et justement, il y a des balances à impédance métrique qui mesurent en partie la masse musculaire, la masse graisseuse et l'eau, mais tout de même, quand nous on perd du poids, souvent, c'est d'abord de l'eau, qui s'en va parce qu'on est déshydraté. Donc ça, c'est extrêmement rapide. Donc c'est pour ça que les variations peuvent être extrêmement importantes. Enfin, les fluctuations peuvent être importantes aussi. On peut prendre 1 kilo de poids ou le perdre en fonction de son hydratation. Mais aussi la masse musculaire, qui est quelque chose qui va être en baisse, notamment à partir du vieillissement, de la non-utilisation au travers d'exercices, hein, parce que quand on va motiver cette masse musculaire, vous allez bien entendu avoir une perte de masse musculaire qui va apparaître. Donc, dans le poids, vous avez donc l'eau, la masse graisseuse et la masse musculaire dont il faut tenir compte. Alors, quels sont les différents facteurs qui vont faire que l'on va prendre du poids? Il va y avoir d'abord les hormones, ce que vous vous attendiez certainement, les hormones, l'alimentation et puis l'activité physique. Les trois choses vont concourir à la prise de poids. Nous allons commencer par les hormones. Ça se complique. On se rend compte que les hormones, eh bien, ce n'est pas seulement les hormones féminines qui vont être impliquées, mais également d'autres hormones, et donc l'insuline, les hormones thyroïdiennes, le cortisol et la DHEA. Et je ne vous ai mis que les principales. Donc, nous allons voir successivement comment ces différentes hormones peuvent participer à la prise de poids. Donc, nous allons commencer par les hormones féminines qui donc tombent, diminuent au moment de la préménopause et de la ménopause. Alors, la baisse des hormones féminines
va être responsable de différents phénomènes. Premièrement, cela va augmenter la résistance à l'insuline. Je vais vous parler plus précisément de ça quand on parlera de l'insuline. Cela va favoriser le stockage de graisse au niveau du ventre, au niveau de la taille. Donc, le fameux bourrelet que l'on n'aime pas voir, et puis aussi une taille qui disparaît. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une forme sablier, on va passer dans une forme tonneau. C'est pas très joli, mais ça décrit bien la situation. C'est d'ailleurs une plainte que nous avons souvent de nos adhérentes qui actuellement nous demandent d'éliminer un petit peu ou d'avoir un programme pour éliminer le ventre parce que la graisse c'est stocké à cet endroit-là. Paradoxalement, ça fait bien augmenter le stockage de graisse dans le ventre, mais cela ne fait pas forcément diminuer la graisse du bas du corps. C'est-à-dire que les femmes qui, avant leur ménopause, avaient plutôt de la culotte de cheval, certaines, cette culotte de cheval va diminuer et chez d'autres, elle ne va pas diminuer du tout. Donc, on pourrait se réjouir quelque part en se disant tiens, la graisse va changer de place. C'est pas, il en apparaît au niveau du ventre, mais elle ne disparaît pas forcément au niveau du bas du corps. Une question qui est importante, c'est celle du traitement hormonal de la ménopause. Parce qu'on pourrait se dire, mais si la chute des hormones féminines fait prendre du poids au niveau du ventre, bien, à contrario, le fait de prendre un traitement hormonal devrait bloquer cette perte de poids. C'est vrai chez certaines femmes, à condition de le commencer assez tôt, et chez d'autres, ça peut être tout à fait l'effet contraire. Donc, si on décide de prendre un traitement hormonal, on va le choisir avec son médecin sur diverses indications, en raisonnant sur diverses choses différentes, mais le fait de vouloir empêcher une prise de poids, on peut avoir un bon résultat, comme on peut avoir le résultat complètement inverse. C'est extrêmement variable. Alors, nous avons une question de Martine qui nous dit est-ce que la flore microbienne quelle est l'influence de la flore microbienne au niveau du poids? Et parce que effectivement, des études ont montré, comme le précise, que certaines bactéries participaient également à la prise de poids. Alors, on le verra tout à l'heure avec l'insuline. Effectivement, l'intestin est bien entendu en direct avec l'alimentation, donc la composition de la flore intestinale provient tout de même en grande partie, n'est-ce pas, de la qualité de l'alimentation. Tout à fait. Et donc, si l'alimentation est trop sucrée, eh bien, la flore intestinale va être orientée avec des bactéries qui vont demander des apports en sucre assez importants. Mais Martine, vous avez tout à fait raison, mais ce phénomène-là n'apparaît pas spécifiquement au moment de la ménopause, mais par contre peut être lié à l'avancée en âge où la flore intestinale a pu être perturbée par différentes choses, c'est-à-dire que chaque fois que vous prenez un traitement antibiotique ou certains autres médicaments qui peuvent perturber la flore intestinale. Il y a une question aussi sur la maladie de Basedow, mais nous en parlerons d'ici quelques instants quand nous parlerons de la thyroïde et des hormones thyroïdiennes. Donc, nous allons maintenant parler de l'insuline. Et là, ce n'est plus un problème de diminution, mais un problème d'augmentation. Qu'est-ce qui se passe avec l'insuline? À chaque fois que vous consommez des glucides, donc je vous ai représenté les glucides par du sucre, mais c'est également les féculents, des gâteaux, les gâteaux, bien entendu, les boissons sucrées,
les laitages sucrés, et puis les féculents et même les fruits et les légumes contiennent également des glucides dans une proportion moindre. Et les yaourts également, même sans sucre. Oui, tout à fait, parce que les yaourts contiennent du lactose. Donc, cette consommation de glucides va provoquer la fabrication d'insuline, puisque le rôle de l'insuline, c'est de faire baisser le sucre qui est dans le sang. Le sucre en trop grande quantité est toxique, et donc l'insuline a pour rôle principal de faire baisser ce sucre. Qu'est-ce qu'elle va faire pour faire baisser ce sucre? Eh bien, elle va le stocker dans les cellules graisseuses, qu'on appelle aussi adipocytes. Et donc, plus il y aura de sucre, plus il y aura d'insuline et plus on va fabriquer de la graisse. Et puis, la deuxième chose, elle va elle va stimuler l'appétit, elle va donner faim. Donc, plus on mange sucré et plus on va avoir faim. Qu'est-ce qui va se passer en vieillissant, en prenant de l'âge? Il va y avoir un mécanisme qu'on appelle la résistance à l'insuline et l'hyperinsulinisme. Les deux choses sont liées. Alors, c'est des termes très techniques, très médicaux, mais je vais essayer de vous les expliquer simplement parce que je pense que c'est une notion qui est importante à comprendre. Donc, plus une personne mange de sucre, notamment des sucres rapides, donc des sucreries, des gâteaux, des bonbons, des boissons sucrées, des laitages sucrés. Donc ça fait monter la glycémie, hein, c'est ça? Exactement. Et de l'autre côté, moins elle a de masse musculaire, donc en vieillissant, puisqu'on perd de la masse musculaire, eh bien, elle va avoir une insulinorésistance. Alors, petite précision, c'est quand même le muscle qui consomme le sucre, hein, finalement. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas un autre, il y a d'autres organes qui consomment du sucre, mais principalement, c'est la masse musculaire qui est consommatrice de sucre parce que ça fabrique sa réserve d'énergie. D'énergie. Ce n'est pas la seule réserve d'énergie, mais effectivement, c'est le muscle qui va brûler la majeure partie du sucre. La graisse stocke le sucre en le transformant en graisse et le muscle, par contre, va le brûler. Donc, si une personne mange beaucoup de sucreries, si elle a une masse musculaire qui a baissé, et également, mais ça, on ne peut rien y faire, si elle a une hérédité, si dans sa famille, il y a déjà des personnes qui ont des problèmes, par exemple, de diabète, eh bien, cette personne va développer plus ou moins tôt, plus ou moins jeune, une résistance à l'insuline. Alors, cette résistance à l'insuline, je vous l'ai représentée par un cercle rouge autour de la cellule. Et ce cercle rouge signifie que la cellule résiste à l'action de l'insuline. Donc, l'insuline devient moins efficace et donc n'arrive plus à se débarrasser du sucre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le pancréas va augmenter la fabrication d'insuline. Puisque cette insuline est moins efficace, il en produit plus. Et cela va donc forcer le sucre à quand même rentrer dans la cellule. Jusqu'à un certain niveau, bien entendu. Jusqu'à un certain niveau, et quand quand la fabrication n'est plus suffisante, on va arriver sur un problème de diabète. Le diabète, ce qu'on appelle le diabète gras, le diabète lié à l'âge. Et puis, la deuxième conséquence, qui correspond à ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est une augmentation de l'appétit. Donc, cette augmentation de l'insuline va finalement faire prendre toujours plus de poids et puis donner toujours plus faim. Et très souvent, malheureusement, les personnes, au lieu de manger des protéines qui pourraient leur aider à reconstruire leurs muscles, eh bien, elles vont plutôt se tourner vers des produits sucrés et cela va aggraver la situation.
que ça peut créer aussi une hypoglycémie aussi. Tout Donc, à fait. Cette fabrication excessive d'insuline va faire des hypoglycémies et les hypoglycémies sont elles-mêmes vont entraîner une augmentation de l'appétit. Alors, comment peut-on combattre cette résistance à l'insuline? Ben, c'est très simple, il y a deux manières que pour moi il faut absolument associer. C'est d'une part réduire les sucres et surtout les sucres rapides et d'autre part fortifier sa masse musculaire, la renforcer. Et je vais laisser José nous expliquer pourquoi. oui, parce que l'intérêt de faire de la musculation, par exemple, quand on fait un programme d'activité physique, c'est que l'organisme n'a pas besoin, enfin le transporteur, l'insuline n'est pas le transporteur pour faire rentrer le sucre dans la cellule. C'est-à-dire que à ce moment, quand on fait de la musculation, le sucre va rentrer directement dans la cellule sans effort. Donc on n'a pas besoin, ça ne fera pas monter l'insuline quand on fait de la musculation. Donc ça, c'est un intérêt fondamental, c'est qu'on va pouvoir faire créer de l'énergie et faire baisser sa glycémie notamment, puisque l'insuline sera moins élevée. C'est un système de vase communicant. Si mon sucre rentre dans la cellule parce que je fais de la musculation, donc mon muscle a besoin d'énergie pour fonctionner, et puis comme je fais de la musculation, mais j'augmente sa capacité de stockage, eh bien, pendant l'exercice, ce transport-là va faire baisser ma glycémie et donc faire baisser également mon insuline. Donc ça, c'est déjà un point important. Quelqu'un qui a une masse musculaire plus importante va normalement avoir une glycémie moins élevée, bien entendu, si son alimentation est équilibrée, hein, ça c'est certain. Alors, pas de nouvelles questions pour l'instant, donc nous allons continuer par la troisième hormone qui est les hormones thyroïdiennes. Donc, la particularité des hormones thyroïdiennes, c'est qu'elles peuvent influer le poids si elles sont en diminution ou au contraire si elles sont trop élevées. Donc, la glande thyroïde, c'est une glande qui est située à la base du cou, donc devant les cartilages du larynx, et cette glande fabrique les hormones thyroïdiennes. Quand on a une hypothyroïdie, donc une hypothyroïdie, c'est une glande thyroïde qui ne fonctionne pas suffisamment, qui produit trop peu d'hormones, on va avoir une prise de poids. Une prise de poids qui est générale sur tout le corps et aussi avec une partie de rétention d'eau et souvent des œdèmes au niveau des chevilles qui sont gonflées. Mais c'est une prise de poids qui est lente et qui est souvent insidieuse, c'est-à-dire qu'on ne la remarque pas. Si c'est une personne que vous voyez tous les jours ou même tous les mois, vous pouvez très bien ne pas vous rendre compte qu'elle a ce problème et cela peut souvent échapper à votre médecin traitant qui vous voit régulièrement. Pour lui, vous prenez du poids régulièrement, mais ce n'est pas quelque chose de brutal. Ce n'est jamais non plus des très grosses prises de poids. Si vous avez 40 kilos de trop, ce n'est pas lié à votre thyroïde. La thyroïde qui est déréglée va vous provoquer une prise de poids de 5-10 kilos peut-être. Ça engendre aussi beaucoup de fatigue. Hein. Ah oui, bien entendu, ce n'est pas le seul signe. Ça peut entraîner de la fatigue, cela peut entraîner une chute de cheveux, des problèmes de constipation, une tendance à la frilosité. Enfin, il y a beaucoup d'autres symptômes. Mais c'est vrai que la prise de poids en fait partie. Ce que l'on sait moins, c'est que l'hyperthyroïdie peut également avoir un lien avec le poids. Donc, l'hyperthyroïdie, c'est une glande thyroïde qui, dans ce cas-là, va trop fonctionner, c'est-à-dire qu'elle va fabriquer une trop grande quantité d'hormones thyroïdiennes et cela va provoquer
une hyperactivité de la personne. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont très actives, des fois agressives ou irritables, qui vont mal dormir, qui vont avoir tout le temps trop chaud. Et puis, au niveau de leurs muscles, elles vont brûler leurs muscles, c'est-à-dire elles vont détruire leurs muscles. Et c'est par ce mécanisme-là qu'on peut avoir un retentissement sur le poids, puisque quand leurs muscles vont diminuer, elles vont avoir un métabolisme qui à ce moment-là va rebaisser et cela va donc entraîner une prise de poids. Donc, on a parlé tout à l'heure, on avait une question sur la maladie de Basedow. La maladie de Basedow est une maladie auto-immune qui touche donc la thyroïde. Il y a deux types de maladies auto-immunes sur la thyroïde. Une peut être en hyperthyroïdie et l'autre en hypothyroïdie. Maladie de Basedow et maladie de Hashimoto. Ces deux maladies, donc maladies auto-immunes, peuvent provenir d'une perméabilité intestinale, donc un problème d'intolérance alimentaire qui précède ces maladies-là, certainement. Alors, comment peut-on prévenir les dérèglements de la thyroïde? La première chose, c'est d'être sûr d'avoir suffisamment d'iode, puisque les hormones thyroïdiennes sont fabriquées à partir d'iode, entre autres, mais notamment avec de l'iode. Et une personne qui ne mange pas suffisamment d'iode aura énormément de difficultés à fabriquer correctement ces hormones thyroïdiennes. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais la thyroïde est un petit peu le chef d'orchestre de toutes les hormones. De toutes les hormones et même de tout l'organisme. C'est-à-dire qu'elle commande aux muscles, elle commande aux nerfs, elle commande également aux hormones sexuelles indirectement, mais elle commande un petit peu à tout. Et, et au cerveau également, puisque la carence en iode importante et chez les enfants peut provoquer un retard mental qu'on appelait le crétinisme. Le crétin des Alpes, c'est en fait une carence en iode. Ce n'est pas une insulte, c'est une carence en iode. Et c'est pour ça que l'on a rajouté de l'iode dans le sel de table pour éviter cette grave carence. Malgré tout, l'iode qui est dans le sel, la quantité n'est pas suffisante pour avoir une thyroïde qui fonctionne tout à fait correctement. Mais les doses ne sont pas très importantes. On a besoin d'une portion de fruits de mer une fois par semaine environ. Une autre chose qui est importante, c'est le fer. Le fer va être impliqué dans la fabrication des hormones thyroïdiennes. Et puis, comme nous l'a dit José, chaque fois qu'on parle de maladies auto-immunes, les maladies auto-immunes ont une origine qui se situe au niveau de l'intestin, au niveau d'un problème d'intolérance alimentaire et de perméabilité intestinale. Donc, on sort un peu de notre cadre aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important à avoir à l'esprit. Si on supporte mal le gluten, si on supporte mal les protéines de lait, cela peut provoquer une anomalie au niveau de l'intestin et cette anomalie va être responsable, entre autres, de maladies auto-immunes. C'est pas la seule cause, mais c'est une des causes de maladies auto-immunes. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, nous avons une autre question sur la musculation, mais je vais y revenir tout à l'heure avec les éléments qui influencent la prise de poids. Très bien. Donc, nous continuons. Alors, une autre hormone importante, c'est le cortisol et qui, lui, le cortisol va faire prendre du poids quand il monte. Donc, le cortisol, il va être élevé dans deux situations principalement, qui sont le stress chronique, c'est-à-dire
ce qu'on appelle le stress chronique, c'est une situation qui continue au-delà de 2 ou 3 jours. Si vous êtes mal dans votre peau au travail, si vous avez des soucis financiers, si vous avez des soucis de couple, ou si vous êtes proche du burn-out, tout ça, c'est du stress chronique et donc le cortisol va s'élever. La deuxième situation, c'est la situation des personnes qui sont traitées par la cortisone. Alors, vous voyez que le mot cortisone et le mot cortisol se ressemblent. En fait, on va dire que la cortisone, c'est un peu du cortisol artificiel, mais les conséquences au niveau du corps sont exactement les mêmes. Il y a une troisième situation dont je n'ai pas parlé parce qu'elle ne nous concerne pas directement, qui est une maladie qui est la maladie de Cushing, où là, les personnes fabriquent la glande surrénale fabrique trop de cortisol, mais c'est une maladie assez particulière et relativement peu fréquente. Donc, ce cortisol va élever, il va entraîner une fonte musculaire, il va provoquer une fonte des muscles et c'est d'ailleurs un des signes les plus embêtants pour des personnes qui prennent des traitements de cortisone de longue durée parce qu'elles ont de l'asthme, parce qu'elles ont des eczémas, parce qu'elles ont une maladie auto-immune. Elles vont avoir une masse musculaire qui va fondre. Et également, je crois que je ne l'ai pas marqué, mais également cela va favoriser la perte osseuse. Donc, une ostéoporose aggravée, même chez les hommes, liée à cet excès de cortisol. Cela va entraîner également une résistance à l'insuline. Le cortisol augmente la résistance à l'insuline. Donc, chez les femmes, chez les hommes, chez tout le monde. Alors, parce que ça libère du sucre systématiquement. C'est-à-dire que ça va libérer du sucre. C'est un mécanisme qui est très complexe. Le cortisol, au départ, est destiné... Alors, c'est pour ça qu'on vous parlait de stress chronique, puisque normalement, le cortisol est une hormone de stress, mais plutôt pour un stress aigu. Vous avez besoin de vous battre, vous avez besoin de fuir, vous allez fabriquer du cortisol. Et donc, vous allez brûler de l'énergie, brûler vos muscles pour pouvoir produire de l'énergie. Et sur le long terme, cela va entraîner donc une résistance à l'insuline. Oui, parce que quand je suis sur mon bureau ou dans mon bureau et que mon chef m'ennuie, je peux pas me sauver. Donc là, je suis déjà en état de stress et du coup, ça libère quand même du cortisol parce que c'est pas parce que je suis dans un bureau que je ne me sauve pas que ce cortisol ne monte pas. Exactement. Et même, il va monter plus longtemps puisque tu ne peux pas combattre. D'accord. Très bien. Alors, José nous parle de son chef. Moi, je vais parler de mon chef qui, des fois, est José, donc qui me stresse aussi de temps en temps. Donc, si je grossis, c'est la faute à José. Et puis, le dernier mécanisme, la dernière conséquence de cette élévation du cortisol, c'est une répartition de la graisse au niveau du haut du corps, donc dans le ventre et même au niveau du dos, ce qu'on appelle la bosse de bison et au niveau des épaules. Les personnes qui ont cette fameuse maladie de Cushing, c'est-à-dire un excès de cortisone, vont avoir une silhouette avec des très grosses épaules et une bosse de bison, mais aussi souvent un visage rouge. Alors, à la question d'une internaute, est-ce à dire que l'organisme ne fait pas la différence entre un stress physique et un stress mental? Oui, effectivement. L'organisme va libérer du cortisol lorsqu'il sera stressé, quelle que soit sa nature. Que ce soit, bien sûr, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, le stress, de toute façon, il ne faut pas l'oublier. L'organisme doit lutter contre le chaud, contre le froid, contre les événements extérieurs. On doit faire attention lorsqu'on traverse la rue, simplement. Quand on court, quand on fait des exercices d'endurance, par exemple ceux qui font de la course à pied,
à un moment donné, le cortisol va augmenter parce que c'est un état de stress. Faire de l'activité physique, ça met l'organisme en état de stress. C'est pour ça que aussi ceux qui font beaucoup de sport, on dirait catabolisent, c'est le terme qui est employé, perdent de la masse musculaire parce qu'ils font beaucoup de sport. Alors, bien entendu, les contreparties, pour essayer de limiter cette perte de masse musculaire quand on fait du sport notamment, eh bien, c'est d'avoir une alimentation extrêmement équilibrée pour ravitailler et faire en sorte que le corps récupère. Et puis, ça provient également des compléments alimentaires après l'entraînement. Mais si quelqu'un est systématiquement stressé, eh bien, ça peut être. Moi, j'ai eu des personnes qui ont eu, par exemple, qui se sont bloqués le dos, qui sont restés longtemps allongés à cause d'un problème de dos qu'ils ont eu. Eh bien, le stress déjà d'être bloqué, d'être immobilisé, eh bien, augmentait la perte de masse musculaire. Donc, il faut faire très attention à cela. Il faut systématiquement essayer de faire de la gestion de stress, essayer de le faire baisser si on est de nature à être stressé. Mais il y a encore d'autres paramètres qui vont jouer autour de cela, c'est-à-dire le manque d'activité physique, le fait de se retrouver en surpoids, d'avoir des mal de partout, pour diverses raisons, parce que les articulations ne sont pas en activité. Voilà. Donc, on va y revenir tout à l'heure, mais vous voyez, la prise de poids, la période, les hormones, tout ça, ça a une influence. Donc, ce n'est pas simplement un élément qui va jouer, mais c'est plusieurs éléments. Et il va falloir jouer un petit peu sur l'ensemble pour pouvoir améliorer tout ça. Alors, comment on peut éviter cette élévation du cortisol? Bien, d'abord par un système de gestion du stress, et l'activité physique en fait partie. Alors, tu nous parlais d'un excès d'activité physique, mais là, on ne parle pas d'un excès, on parle d'une activité physique à un bon niveau. Oui, mais ça joue dès le départ. Hein. C'est-à-dire que une activité physique va avoir un effet de ce type-là aussi. Mais effectivement, l'activité physique libère aussi des endorphines, donc va faire baisser le niveau de stress dès que l'activité physique sera arrêtée. Et c'est le bénéfice de l'activité physique d'ailleurs. Et puis, la deuxième chose, c'est de limiter au maximum le recours à la cortisone. Là, je parle de la cortisone médicament. Alors, bien entendu, dans certains cas graves, on va avoir besoin de cette cortisone. Mais éviter d'y recourir au moindre rhume, à la moindre sinusite, au moindre bouton qui gratouille, parce que d'abord, votre corps va s'y habituer et va faire que le jour où vous en aurez vraiment besoin, ça sera moins efficace. Et puis, d'autre part, vous allez perturber votre organisme. Il y a souvent d'autres moyens. Dans le cadre des maladies auto-immunes, ça peut être un programme nutritionnel, comme on avait dit, pour éviter les intolérances alimentaires. Dans le cas d'une tendinite, ça peut être le fait d'apprendre à s'étirer, d'apprendre à faire des automassages de trigger point, etc. Il faut bien savoir que quand on vous fait une infiltration de cortisone, c'est une seule piqûre, mais c'est une seule piqûre qui équivaut à 3 semaines de traitement. C'est-à-dire qu'on vous augmente votre dose de cortisone pour 3 semaines. On perturbe votre organisme pour 3 semaines. Donc, avant de faire une infiltration, ça peut valoir le coup de se poser la question sur y a-t-il d'autres solutions? Alors Marie-France qui nous pose la question, si stress permanent, le cortisol augmente, et comment mesurer ce cortisol et comment lutter contre ce stress permanent? Alors, il y a des méthodes pour mesurer, effectivement, il y a un dosage du cortisol. Ça peut se faire dans la salive. C'est quelque chose qui se fait de manière assez facile, avec une toute petite contrainte qui est que ça se fait à certaines heures précises de la journée.
Et puis, il est vrai qu'après, ça peut être aussi des techniques de relaxation, ça peut être une aide avec certains compléments alimentaires qui vont être plus avec souvent des plantes qui sont relaxantes. Le magnésium aussi a un très bon effet sur la gestion du stress. Puis peut-être éloigner la source de stress aussi. Dans le cas de notre Ah, il faut internaute, c'est peut-être pas facile. donc ou se protéger. Voilà. Alors, la dernière hormone dont je voulais vous parler, c'est la DHEA et de la chute de la DHEA qui se produit donc avec l'âge. Alors, la DHEA, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse hormone dont on a beaucoup parlé il y a une dizaine d'années et qu'on a appelée soit l'hormone du vieillissement, soit l'hormone anti-âge, peut-être selon si on est optimiste ou pessimiste. Alors, la particularité de cette hormone, tout à l'heure, je vous avais montré un petit schéma sur la DHEA, c'est que finalement, on ne sait pas vraiment si, si la baisse de la DHEA est la cause du vieillissement accéléré ou si c'est simplement un marqueur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui avait été observé au départ, c'est que les personnes qui vieillissaient en bon état avaient une DHEA plus élevée que les personnes qui vieillissaient en mauvais état. Donc, on s'est dit, bien, peut-être que la baisse de la DHEA fait que ces personnes vieillissent mal. Et donc, on a commencé à utiliser la DHEA sous forme de médicaments, de gélules, en espérant que ça allait permettre de vieillir en bon état. Chez certaines personnes, cela a eu apparemment un bon résultat. On ne sait pas si c'était vraiment un bon résultat ou si c'était un effet placebo. Et puis chez d'autres personnes, ça n'avait pas changé grand-chose. Une hypothèse qui a été émise après, c'est que peut-être que la DHEA est simplement un marqueur. C'est-à-dire que la personne qui vieillit mal perd du muscle, a d'autres choses qui fonctionnent moins bien, et du coup, elle fabrique moins bien de DHEA. Et donc, dans ce cas-là, si c'est simplement un marqueur, le fait de rajouter de la DHEA extérieure, de la DHEA artificielle, si on veut, ça ne va pas avoir réellement d'effet bénéfique. Alors, quelles sont les conséquences d'une baisse de DHEA? Donc, on prend une personne, on lui dose sa DHEA, toujours dans la salive, comme le cortisol, et les personnes qui ont une DHEA basse vont être plus fatiguées, déprimées. Ça va également entraîner un relâchement musculaire, donc des fois une fonte musculaire, mais aussi des muscles qui sont moins toniques. Et puis de la cellulite, et notamment de la cellulite au niveau des cuisses. Donc c'est vrai que vous voyez, c'est bien certaines choses que l'on constate avec le vieillissement, que l'on attribue entre guillemets à la ménopause. Je suis fatiguée, je suis déprimée, j'ai des muscles qui sont moins toniques, j'ai de la cellulite sur les cuisses. Et finalement, ces problèmes-là n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec les œstrogènes et la progestérone, mais plutôt avec la DHEA. Alors, comment on va faire pour favoriser naturellement sa propre fabrication de DHEA? Eh bien, déjà, au niveau alimentaire, il faut avoir suffisamment de protéines dans son alimentation. Il faut aussi augmenter les bonnes graisses. Et quand je parle de bonnes graisses, je pense surtout aux oméga 3, donc les poissons gras, les sardines, les saumons, le thon, l'espadon, l'huile de noix. Le flétan aussi. Le flétan. L'huile Très bon de, poisson. l'huile de noix et l'huile de colza. Et puis, on va essayer aussi d'apprendre à gérer le stress.
car il y a un lien entre le cortisol et la DHEA. Tout à l'heure, je vous parlais de stress chronique. Dans le stress chronique, les deux hormones sont élevées, c'est-à-dire que le cortisol est élevé, la DHEA est élevée. Quand on commence à préparer un burn-out, c'est-à-dire vraiment la phase qui est juste avant, on va avoir une DHEA qui va s'effondrer et le cortisol qui reste haut. Et puis, au moment du burn-out, eh bien, le cortisol, il va s'effondrer également. Et là, les gens, ils sont à ramasser avec la petite cuillère. Alors, je dois préciser quand même que je rencontre beaucoup d'adhérentes qui ont supprimé la viande de leur alimentation. Et donc, pour diverses raisons, parce qu'on leur a dit que la viande c'était pas très bon. Bah, effectivement, si on a une alimentation extrêmement déséquilibrée et simplement composée de protéines, de sucre et pas assez de fibres et autres, effectivement, ça peut poser des problèmes de santé. Mais au-delà de cela, le fait de supprimer les protéines, on peut changer la protéine, la nature de la protéine, notamment les protéines de viande par des protéines végétales, mais il faut absolument que ces protéines soient de bonne qualité. Il faut que manger finalement beaucoup de pois chiches, de lentilles, de haricots blancs, de haricots secs, pour justement pallier à ce changement, ou si on veut diminuer. Mais il n'en reste pas moins vrai que c'est quand même quelque chose à équilibrer de façon extrêmement précise. En faisant attention aussi que les protéines végétales dont tu viens de parler, c'est-à-dire les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, etc., peuvent également faire monter l'insuline. Moins que le sucre, bien sûr, mais peuvent faire monter l'insuline. Donc, une personne qui a des problèmes de poids, il faudra toujours mieux qu'elle prenne ses protéines au niveau animal. Bien sûr, parce qu'il y a une contrepartie, c'est qu'il y a des glucides, effectivement, dans ces protéines-là. Et puis, donc, apprendre à gérer le stress. Alors, on a également aussi quelque chose que j'ai constaté, beaucoup de personnes qui ont supprimé, par exemple, la consommation de saumon suite à un reportage qui est passé à la télévision et où on nous décrivait les conditions épouvantables des élevages de saumon. Et donc, de nombreuses personnes ont dit « Ah non, non, je ne mange plus de saumon ». Alors, d'abord, depuis ce reportage, les conditions d'élevage des saumons se sont largement améliorées. Et en plus de ça, ça, c'est ce qu'on vous montre, c'est-à-dire qu'on vous a montré ce problème-là, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans les gâteaux que vous mangez, dans les quiches Lorraine surgelées que vous achetez, dans les McDo, dans les fritures, dans les trucs comme ça. Et en fait, de temps en temps, on diabolise un aliment alors que d'autres aliments qui ne sont pas diabolisés sont certainement beaucoup plus nocifs pour la santé. Et enfin, une dernière manière d'augmenter de manière naturelle la DHEA, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Et si la DHEA c'est pas la DHEA qui est virilisante, c'est la testostérone qui est virilisante, mais dans ce cadre-là, chez les femmes, elle existe effectivement, mais à un niveau extrêmement beaucoup plus bas que chez les hommes. Ça, c'est pour répondre à Marie-France qui posait cette question. Alors, je vais approfondir là cette question parce qu'elle est intéressante. Donc, la DHEA est en fait le précurseur d'autres hormones, donc du cortisol, de la testostérone et aussi des œstrogènes et de la progestérone. Et en fait, selon la personne, cette DHEA va se transformer plus dans une chose ou dans une autre. Alors, le problème de la transformation en testostérone, c'est principalement quand on est sur de la DHEA artificielle, enfin la DHEA donnée sous forme de médicaments. Si c'est de la DHEA que vous avez augmenté parce que vous avez augmenté vos protéines, vous allez fabriquer ce qu'il vous faut en hormones.
Et les femmes ont aussi besoin de testostérone, elles en produisent, elles en ont besoin. Et d'ailleurs, les femmes qui manquent de testostérone après la ménopause, ça peut leur provoquer une fonte musculaire et ça peut aussi leur provoquer des problèmes de libido, très importants, c'est-à-dire une baisse d'envie sexuelle qui peut être liée à cette baisse de testostérone. J'aurais aimé, José, que tu nous parles un petit peu des effets d'une séance d'activité physique sur les taux de DHEA qui augmentent après la séance. Eh bien, les taux peuvent augmenter à partir d'une séance d'activité physique. Il faut quand même que la séance d'activité physique soit suffisamment intense. Alors, quand on parle d'intensité, ça fait toujours un petit peu peur. On a l'impression qu'on va au-delà de ses capacités physiques. Or, c'est pas le cas. Quand on parle d'intensité sur une activité physique, ça veut dire que, premièrement, on a pu évaluer la condition physique de la personne, c'est-à-dire d'une adhérente qui arriverait et qui voudrait se remettre en forme. Eh bien, on va évaluer sa condition physique et on va préparer un programme au niveau de sa condition physique. Et on va lui demander de travailler un peu plus en intensité, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y a un moment donné, on va forcer un petit peu sur augmenter pas la charge directement, c'est pas ça, mais l'intensité de l'effort. Si on ne transpire pas sur un effort, eh bien, c'est que l'intensité n'est pas suffisante. Ça, c'est le premier paramètre. Bon, on peut avoir des difficultés à transpirer parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est vrai, mais au fur et à mesure, la transpiration est un facteur d'échauffement musculaire et d'intensité de l'exercice. Donc, on transpire, c'est normal, il faut transpirer. Certaines activités physiques n'ont pas cet effet-là. Hein, quand on parle de natation, on va dire légère, parce que c'est à la mode de faire des exercices doux. C'est ce qu'on appelle souvent, j'entends souvent parler d'exercices doux. Ben oui, mais c'est doux et tout est doux. C'est-à-dire votre masse musculaire, elle est douce, c'est-à-dire que vous n'en avez pas suffisamment. Vos os aussi sont mous et doux, parce que il faut pas oublier que la contraction musculaire ou l'intensité musculaire ou la masse musculaire va faire en sorte de comprimer les os et les rendre plus denses, plus durs. Sinon, l'ostéoporose va s'accélérer. D'ailleurs, les astronautes, ça c'est l'exemple le plus flagrant, font de la musculation dans leur petite station et c'est pas pour rien, parce que sinon, quand ils arrivent sur Terre, eh bien, ils sont complètement, on va dire, ils ont des problèmes d'ossature osseuse. Voilà. Alors, je pense qu'il est important de signaler, c'est que après une séance de musculation, les taux de DHEA augmentent dans le sang, donc pendant au moins 8 heures. Et les taux aussi d'hormones de croissance. Donc, en ayant une activité physique plusieurs fois par semaine, on va donc avoir un taux moyen qui va être plus important de cette DHEA. Est-ce que tu as d'autres questions? Donc, je n'ai pas pour l'instant. Nous avons parlé des hormones, ça a été très long, mais c'était important puisque l'objectif c'était de vous montrer que quand on parle d'hormones, on ne parle pas que d'hormones sexuelles, pas que d'œstrogènes et pas que de progestérone. Et nous allons maintenant parler de l'alimentation, même si nous en avons déjà beaucoup parlé. Alors, si je comprends bien, déjà, bon, moi, je suis pas une femme, bien entendu, mais par rapport à ce que j'entends, je suis donc, on va arriver en période de préménopause ou de ménopause. J'ai une chute des hormones, j'ai d'autres éléments, d'autres hormones qui peuvent poser des problèmes. J'ai la glande thyroïde qui peut se dérégler. Mon alimentation a pu jouer un rôle important. Mon activité physique n'était pas suffisante. Donc tout ça, finalement, ça fait partie de quelque chose de global. On peut pas dire que c'est simplement la ménopause qui fait prendre du poids. C'est un ensemble d'éléments qui vont contribuer à cette prise de poids. Exactement, exactement. Donc là, on va voir l'alimentation, donc un peu plus précisément. Donc, l'alimentation, au niveau de la prise de poids, elle va agir à chaque fois, finalement, en lien avec les hormones. Donc, une alimentation trop riche en sucre, et surtout en sucreries, va provoquer une résistance à l'insuline, une élévation de l'insuline, qui elle-même, comme nous l'avons vu, provoque la prise de poids.
Alors, simplement, Isabelle nous dit qu'elle va pas pouvoir rester très longtemps. Ne vous inquiétez pas, Isabelle. Et vous pourrez revoir le webinaire enregistré dès que la séance sera terminée. Donc, vous pouvez voir la suite tranquillement avec vos écouteurs à votre travail ou dans votre voiture. Deuxième chose, on a vu tout à l'heure le rôle des fruits de mer, notamment au niveau de la thyroïde. Si on a une alimentation qui est carencée en iode, par exemple, on va avoir une thyroïde qui fonctionne mal et donc ça peut être un facteur de prise de poids. On peut avoir également le fait que l'alimentation carencée fait que l'on fabrique mal sa DHEA. Nous avons vu tout à l'heure que c'était les protéines, les poissons gras qui allaient jouer sur cette DHEA. Et puis, au niveau de la masse musculaire, on va avoir le rôle des protéines, manque de protéines, mauvaise fabrication de la masse musculaire et donc facteur de prise de poids. Il y a une dernière chose que je n'ai pas mentionnée sur ce dessin et que nous avons évoqué tout à l'heure, qui était le problème de la perméabilité intestinale, qui pouvait entraîner des problèmes au niveau de la glande thyroïde, mais qui peut également entraîner une prise de poids avec de la cellulite et beaucoup de rétention d'eau. C'est un des facteurs qui peut se passer aussi à cette période de la vie, puisque la détérioration de l'intestin se fait de manière progressive. Alors, pour répondre à la question suivante, c'est comment faire pour perdre du poids définitivement et sans s'affamer? Bien, une fois que nous avons vu tout ça, ça nous donne une stratégie. C'est baisser la part des glucides dans l'alimentation. Donc, je répète que les glucides, c'est les sucreries, les laitages et les féculents. Augmenter les protéines et les bonnes graisses. Assurer les besoins en fer avec de la viande rouge 2 à 3 fois par semaine et de l'iode. Je crois que ça a coupé, mais c'est pas grave. Je vais répéter. Donc, assurer les besoins en fer et en iode, sans oublier le rôle de l'activité physique. Et du coup, je vais laisser la parole à José, puisque je crois que j'ai beaucoup trop parlé. Oui, parce que finalement, Ariane monopolise longtemps la discussion. Donc, on va parler un petit peu maintenant d'activité physique. Donc, ça permettra de répondre aussi à la question quel type d'activité physique va être efficace lorsque l'on veut perdre du poids. Donc, on est sur une activité physique qui va, bien entendu, augmenter la masse musculaire. Alors, n'ayez pas peur, mesdames, vous n'allez pas devenir culturiste. Ça n'est pas quelque chose de possible parce que de toute façon, vous n'allez pas passer votre vie à faire de la musculation de façon extrêmement intensive. Ça ne concerne qu'une petite partie de la population de toute manière. Donc, pour vous, mesdames, vous devez faire en sorte de faire de la masse musculaire parce qu'elle est nécessaire. On l'a vu, elle permet d'abord, c'est votre moteur. Hein, donc ça c'est la première chose. Donc si vous perdez votre moteur en route en vieillissant, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes passé d'une 10 chevaux à une 2 chevaux et après à une 2 chevaux moins. Donc c'est pas possible. Il faut la conserver. Pour la conserver, il faut la maîtriser. Et pour la maîtriser, il y a des exercices de musculation qui existent. La musculation ou le renforcement musculaire, c'est la même chose. On prend des poids, on peut prendre des élastiques et on peut se renforcer musculairement. Alors après, il y a des méthodes de musculation. Et là, ça, c'est la grande différence. Donc la méthode de musculation va favoriser la tonicité musculaire, la prise de masse musculaire, notamment celle qu'on perd, parce que n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de 50 ans jusqu'à 70 ans, c'est 50% de la masse musculaire qui disparaît. Donc, il faut déjà la maintenir au plus haut niveau. Donc, il faut en construire au moins 25 à 30% de plus. Sinon, on arrive à des moments où on sera dans son fauteuil et puis on finira par regarder la télévision ou Internet toute la journée.
Bon, on peut apprendre quelque chose avec, mais bon, ça c'est pas tellement intéressant non plus. Donc la masse musculaire, il faut la construire. Pourquoi? Parce que ça va faire baisser votre insuline, parce que quand vous faites de l'exercice, comme on l'a dit, ça fait en sorte de faire rentrer du sucre dans votre muscle, et à partir de là, ça fait baisser votre glycémie. Et comme ça fait baisser votre glycémie, bah, ça peut permettre de libérer de la masse graisseuse. Parce que tant que votre glycémie est élevée, quand vous faites de l'exercice, vous ne libérez pas de masse graisseuse. Vous utilisez le sucre que vous avez dans votre sang. Quand vous avez mangé, si vous avez mangé très sucré, ce sucre circule dans votre organisme et il est utilisé tout de suite comme énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais l'exercice? Je consomme simplement ce que j'ai mangé. Donc, derrière, je n'ai pas de déstockage. Et bien entendu, ça fait monter la DHEA. Et à partir de là, vos hormones vont vous favoriser votre construction. N'oubliez pas que le corps est en perpétuelle construction, destruction. Donc, à un moment donné, si la destruction l'emporte sur la construction, vous perdez votre condition physique, vous perdez votre masse musculaire, les tissus se relâchent, et à partir de là, tout va mal, on stresse, et tout ça, ça augmente dans le mauvais sens du terme. Alors, Martine me demande qu'est-ce qu'il en est du jeûne? Le jeûne, ça fait perdre du poids. Oui, ça fait perdre de l'eau d'abord, premièrement. Après, ça fait perdre du muscle. Donc ça, on est déjà dans le deuxième élément qui va pas être très favorable. Et puis derrière, est-ce que ça fait perdre de la masse graisseuse? C'est pas très évident parce que la masse graisseuse, effectivement, si on mange plus rien, elle va commencer à être utilisée comme carburant, mais c'est déjà dans un certain temps que ça va durer. Donc, il faut déjà être sur une durée suffisamment importante. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on a perdu tout ça, qu'est-ce que je fais de ma masse musculaire? Donc, le jeûne, moi, je ne suis pas très pour, mais par contre, ce que je peux préconiser, c'est de faire de l'activité physique à jeun, par exemple. Oui, là, on va aller chercher des carburants qui sont différents. Bien entendu, ça se fait sur certains types d'exercices avec une progressivité, bien entendu, pour pas avoir une hypoglycémie si je mange du sucre toute la journée et puis d'un seul coup, je me dis, je vais pas manger, je vais faire un exercice. Donc, d'un seul coup, la consommation de sucre devient trop importante et je fais une hypoglycémie. Donc, je suis complètement sur les rotules et je ne peux plus faire mon exercice. Voilà, donc dans l'activité physique à prise de poids, c'est important d'avoir un type d'entraînement spécifique. Alors, sur ce que nous disions tout à l'heure, cette insuline, là, cette petite flèche verte, elle va être utilisée, enfin, c'est surtout le sucre qui va être utilisé pour rentrer dans la cellule. En fait, ce que je voulais représenter, puisque j'avoue que c'est moi qui ai fait ce petit dessin, c'est que en fait, le fait d'avoir une activité musculaire, une activité de musculation va avoir un effet bénéfique sur cette insulinorésistance. Donc, c'est pour ça que les flèches sont vertes sur ce schéma. Ça va combattre cette insulinorésistance. Et ça va aussi favoriser, là c'est un bon élément, favoriser la fabrication de DHEA. Alors, juste petite précision, on voit cette petite partie qui est en rouge ici, donc l'insuline qui va baisser, mais ce sucre qui va essayer de frapper à cette porte là pour passer cette barrière, qu'est-ce qui va se créer à l'activité physique? Il va y avoir des sortes de petites portes, ce sont ce qu'on appelle les transporteurs, qui vont laisser passer le sucre très facilement dans la cellule pour pouvoir faire sa réserve. Donc, c'est l'activité physique qui crée cela, et on ne peut pas le faire autrement. Et en musculation, c'est d'autant plus important parce que les cellules musculaires ont un besoin important de sucre pour construire leurs réserves. Mais bien entendu, on ne va pas construire des réserves avec des consommations de sucre extrêmement importantes. On peut faire des réserves extrêmement intéressantes avec peu de glucides. Donc, il ne faut pas oublier, ce ne sont pas les glucides, les petits gâteaux, les choses comme ça qui font la masse musculaire. Au contraire. Donc, avec ces deux actions bénéfiques, on va avoir une action bénéfique qui va permettre de perdre du poids. Alors, dans la question de Christine qui constate un raidissement général de tendons qui se durcissent en période de ménopause, est-ce que de faire intensément une activité physique peut provoquer un déchirement du tendon? Comment prévenir ce durcissement? Beaucoup d'éléments vont intervenir dans ce processus sur les tendons, parce que les tendons, c'est quelque chose qui est peu vascularisé, donc qui va se charger en déchets. Donc, le fait de ne pas faire d'activité physique va faire en sorte de stocker ces déchets, donc va provoquer des inflammations.
Ça, c'est un premier élément. L'acidité de l'alimentation va créer aussi des inflammations, c'est-à-dire si vous mangez trop de sucre, s'il n'y a pas assez de légumes, s'il n'y a pas assez de fruits dans l'alimentation, donc le corps va avoir une alimentation trop acide. Et puis, il y a aussi les contractures musculaires qui sont dues à ce qu'on appelle les trigger points. Bon, on en parlera un peu plus longuement dans un prochain webinaire, et qui vont faire en sorte de rendre le muscle moins élastique, et c'est le tendon qui va se surcharger, qui va prendre la surcharge d'élasticité. Donc, bon, à un moment donné, les tendons se durcissent pour ces différentes raisons, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'activité physique. Le fait de pas faire suffisamment d'activité physique, de ne pas travailler ses tendons et ses muscles, eh bien, ça les rend plus raides, effectivement. Mais c'est pas la ménopause qui le rend plus raide, c'est le manque d'activité physique. Alors, faire intensément une activité physique, comme je le répète tout à l'heure, c'est d'aller au-delà de ses capacités physiques. Ça, évidemment, c'est toujours, ce n'est pas très bénéfique pour l'organisme, mais si vous avez un programme adapté, si vous avez quelque chose qui est encadré, où on a évalué votre condition physique, à ce moment-là, on peut vous préparer un bon programme. Ça ne sert à rien d'aller, par exemple, je donne un exemple, courir autour d'un parc en disant je vais faire de l'activité physique sans savoir quelle est sa fréquence cardiaque, quelle est sa capacité de souffle, etc. Tout simplement parce que tout le monde court dans le même sens, et puis on essaie toujours de dépasser celui qui est devant soi parce qu'on estime qu'il n'est pas assez rapide, ou qu'on peut, parce qu'il est plus âgé que nous, on peut essayer de le dépasser. C'est pas comme ça que ça se passe. Une condition physique, il y a des règles de mise en place d'une amélioration de la condition physique avec des programmes très spécifiques, mais aussi avec de l'évaluation. Alors, une autre question sur l'activité physique qui est à quel moment est-il plus profitable de faire de l'activité physique? Je dirais il n'y a pas de moment spécifique pour le faire, si ce n'est que d'abord il faut la disponibilité, bien entendu. C'est peut-être mieux de le faire le matin parce que on peut plus facilement avoir moins de sucre dans son organisme, bien entendu, si on n'a pas fait un petit déjeuner pain beurre confiture habituel, type petit déjeuner français, parce que malheureusement, ça apporte beaucoup de sucre. Donc là, on peut facilement se passer du petit déjeuner et puis commencer une activité à jeun, par exemple. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être mis en place, mais progressivement. Donc ça a un impact sur la masse graisseuse, puisqu'on va essayer de consommer de la masse graisseuse à la place du sucre. Voilà. Donc après, tout dépend de l'orientation. Si j'ai pas besoin de maigrir, j'ai pas l'obligation de faire de l'activité physique le matin spécifiquement. Je peux le faire plutôt le soir. Et il y a des personnes qui se sentent très bien le soir par rapport à d'autres qui se sentiraient beaucoup mieux le matin en règle générale. Alors, les types d'activités physiques, moi je conseille, alors il y a beaucoup de choses qui se créent, comment dire, qui sont proposées en activité physique. Alors, toutes les activités physiques n'ont pas le même impact. Il peut y avoir un impact psychologique. Donc, il y a des personnes qui aiment être dans les cours collectifs. Dans le cours collectif, il y a des avantages. Effectivement, c'est le collectif. Le désavantage, c'est que vous suivez quelqu'un qui est en face de vous et il vous fait bouger, il fait bouger le groupe en entier. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que si le groupe est moyen, eh bien, vous aurez une condition physique moyenne. Si le groupe est très fort, eh bien, vous aurez une condition peut-être plus élevée, mais elle ne sera peut-être pas à votre niveau. Donc ça, c'est une première chose. Travaillez individuellement. Pensez que votre corps, c'est votre corps à vous. Il a une spécificité. Vous devez l'entretenir d'une certaine manière. L'aérobie, la zumba, la danse classique, la danse moderne, peu importe. Tout cela, ce sont des activités, je dirais, de loisirs. L'activité qui remet en forme, elle est assez codifiée maintenant. On sait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que votre muscle soit tonifié, qu'il y ait quelque chose avec des exercices de musculation, que votre cœur soit amélioré au niveau de sa fréquence cardiaque, avec des exercices d'endurance, ça c'est important. De la souplesse, il faut l'entretenir aussi. Donc il faut faire des exercices d'étirement. Et puis il faut faire des exercices, ce qu'on appelle de gainage, comme on le voit sur la photo avec la personne qui fait son exercice devant la télévision. Ça, c'est quelque chose qui est absolument intéressant à faire en fonction, bien sûr, de ses capacités. Petit à petit, on augmente on va dire, l'intensité d'exercice ou la difficulté de l'exercice. Alors, la fréquence cardiaque pour un travail physique, eh bien, c'est d'avoir un cardio-fréquence-mètre avec soi, c'est-à-dire
de mesurer sa fréquence cardiaque, c'est un des moyens les plus fiables, ou d'utiliser sur certains appareils les capteurs qui sont sur les côtés et qui permettent de mesurer sa fréquence cardiaque. Donc voilà, ça c'est un des éléments importants qu'on peut prendre en compte pour faire du suivi d'entraînement. Alors, la deuxième question, vous allez voir que nous avons passé beaucoup de temps sur la première, mais que pour la deuxième, nous allons avoir beaucoup de points communs, donc ça va être plus rapide. Comment éviter le relâchement cutané? Quels sont les aliments à privilégier et les exercices à effectuer? Alors, pour éviter le relâchement cutané, alors c'est surtout, bien sûr, au niveau du ventre et puis au niveau des bras hein, qui vont se faire. Donc, les bras, alors on va en parler un peu plus tard, mais Ariane me donne des grands coups de coude en me disant c'est plus loin, donc on va regarder ça. Alors, allez, vas-y Ariane, mais bon. Donc, le relâchement cutané, eh bien, comme tout à l'heure, comme pour le poids, les hormones, l'alimentation et l'activité physique, les trois choses sont impliquées. Alors, on ne va pas revenir sur les hormones parce que je pense qu'on les a traitées un peu en long, en large et en travers. Donc, on va passer tout de suite à l'alimentation. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas y avoir vraiment de contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas une chose pour perdre du poids et le contraire pour tonifier sa peau. Donc, les aliments qui vont être à privilégier, ça va être encore une fois les protéines. Il ne faut pas oublier que le collagène, ça se construit à partir de protéines. Donc, si vous ne mangez pas de protéines, vous aurez du mal à construire votre collagène. L'élastine, c'est aussi des protéines. Tout ça, c'est des protéines. Donc, tout ce qui va tonifier la peau, c'est les protéines. Deuxièmement, les oméga 3. Donc, je vous rappelle les poissons gras, l'huile de noix, l'huile de colza. Quand on a la peau sèche, ce n'est pas parce que cette peau manque d'eau. En fait, cette peau manque d'huile. Et c'est très bien de se tartiner avec des laits pour le corps, mais la peau, elle manque d'huile de l'intérieur. Elle manque d'oméga 3 qui vont lui permettre de recréer sa barrière cutanée. Oui, alors c'est surtout pour éviter que l'eau ne s'en aille trop vite. Oui. Voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire que la déshydratation, en fait, est liée, est un phénomène secondaire au manque d'oméga 3. Mais ce n'est pas le manque d'eau lui-même qui va provoquer la peau sèche. Donc ça, je pense que c'est très important. Et également la souplesse de la peau, l'élasticité de la peau. Et puis également, la peau va avoir besoin de zinc, de magnésium, d'antioxydants. Et donc là, c'est important, la richesse en fruits et légumes et aussi en fruits et légumes de couleurs différentes, puisque les antioxydants, c'est les pigments qui sont dans les fruits et dans les légumes. Alors, bref, pas bon de vieillir, dit Martine. Non, je dirais, c'est vieillir, c'est d'abord acquérir de l'expérience. Donc ça, c'est important. Donc avec l'expérience, on traverse mieux le temps. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, j'estime que je suis, pour mon cas particulier, hein, je suis plus en forme que je ne l'étais il y a 10 ou 12 ans. Donc, bien entendu, je ne suis pas une femme, hein, bien entendu, mais ça serait exactement la même chose. Ariane est beaucoup Je dirais exactement la même constatation. Voilà, elle est plus en forme qu'il y a 10 ans. Elle est capable aujourd'hui de faire un 10 km et elle s'entraîne 3 fois par semaine à la course à pied puisque nous avons fait un défi. Donc ça va, voilà. Et moi je me prépare au marathon alors que je n'avais jamais fait, j'avais jamais fait cette distance-là. Donc c'est quelque chose pour moi où je fais 5 entraînements par semaine. Donc il faut quand même les tenir et les subir. Donc ça c'est pour tester notre programme. Non, on peut vieillir correctement. Et je pense que là, les solutions, elles sont là. Il faut les utiliser. Elles sont à la fois simples et compliquées.
Parce que simple, parce que finalement, on parle d'activité physique et d'alimentation, mais compliqué parce que c'est pas n'importe quel type d'activité physique, c'est pas n'importe quel type d'alimentation qui va jouer. Bien entendu, l'idée, c'est quand même d'apporter les connaissances. Votre corps, vous devez apprendre à l'entretenir. C'est un seul corps, on l'a hérité, on va le mener le plus loin possible. Et personnellement, je pense que plus on est en forme, et plus la vie se passe bien, et plus on a de projets aussi. Quand on est en mauvaise forme, quand on ne pense qu'à l'avenir en disant oui, mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Si aujourd'hui j'arrive pas à faire ça, dans 10 ans, ça va être encore pire. Donc voilà, je vais stresser continuellement, c'est pas possible. Il faut arrêter d'être dans cette dynamique-là. Il faut être dans une dynamique où on va avoir de l'activité physique, où on a des moyens pour le faire. On n'a pas simplement des médicaments. Le premier médicament, c'est l'alimentation et l'activité physique. Ça, on n'arrête pas de le dire. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus, parce que de toute façon, ça nous tombera dessus. Donc aujourd'hui, le message qu'il faut faire passer, c'est absolument, faites de l'activité physique, faites un type d'activité physique qui vous donne de la pêche, prenez de l'alimentation, alors faites-vous plaisir aussi, mais à la fin, est-ce que ça vaut le coup de se manger son pain au chocolat tous les matins alors que c'est bourré de gras et de sucre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aliments qui sont bien meilleurs que cela? On peut le faire de temps en temps, mais si on le fait tous les matins, c'est automatiquement du stockage. Donc voilà, on peut incriminer beaucoup de choses. On peut dire que c'est la ménopause, on peut dire que c'est le vieillissement, on peut dire que c'est la pluie ou le beau temps, peu importe. Il y a un moment donné, c'est soi-même. Est-ce qu'on a fait quelque chose pour soi? Est-ce que pour son corps, on a mis quelque chose en place? C'est très bien, José. C'est la minute du coach. Donc, je ne vais pas y revenir. Faire de l'activité physique, de la musculation, ça tonifie. Alors, moi j'aimerais quand même que tu reviennes sur un point. Tu nous as parlé tout à l'heure que tu avais beaucoup de femmes qui se plaignaient d'un relâchement au niveau de l'arrière des bras, avec des noms plus ou moins tristounets du style j'ai des bras qui font le flambi ou qui font le fanion de baleine. Et quelque chose qui est important à dire, c'est que c'est le fait d'avoir à la fois des biceps et des triceps qui sont plus solides, qui vont faire que la peau va être tendue dessus. Si la peau, s'il n'y a rien dessous, si on est sous une enveloppe vide, elle va être forcément, elle va forcément avoir un aspect relâché si rien ne la tient par-dessous. Oui, il faut du muscle. Il faut construire les bras et il ne faut pas faire que des fessiers. C'est symptomatique. Chez les femmes, quand elles viennent sur les appareils de musculation, elles veulent faire des fessiers. Les bras, elles ne veulent pas entendre parler. Elles pensent toujours qu'elles vont avoir des gros biceps. C'est impossible, mesdames. Déjà, si c'était le cas, les hommes seraient 2 fois plus sur les appareils parce qu'ils voudraient eux-mêmes aussi des biceps. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, les biceps des femmes, il faut les construire. Les fessiers des hommes aussi. Donc, voilà. Donc, c'est essayer d'enlever, on va essayer de combattre les idées reçues. Faut faire de la musculation parce que c'est important, ça tonifie. Effectivement, ça évitera d'avoir des bras, on va dire, en mauvais état et pas très jolis à regarder, malheureusement. Alors, combattre, Clotilde qui revient un petit peu sur l'alimentation pour combattre les ballonnements après par rapport à l'alimentation. L'activité physique, elle normalement ne donne pas de ballonnement. Il n'y a pas de problématique là-dessus. C'est surtout l'alimentation qui va avoir un rôle important dans les ballonnements, mais aussi le relâche. Enfin, on peut penser que le ventre se relâche, mais c'est pas seulement fait. Enfin, c'est pas seulement à partir de ballonnements. Ça peut être aussi parce qu'il manque de tonicité au niveau du ventre, que ça donne un gros ventre. Mais ce qui est ballonnement et gaz, écoutez, ça provient de l'alimentation, ça provient d'un intestin qui était en mauvais état, d'intolérance. De la flore intestinale, éventuellement. De la flore intestinale, effectivement, trop sucré, trop sucré. Il y a trop de glucides et à partir de là, ça a développé une typologie de flore intestinale qu'il faut essayer d'inverser. Et puis tout à l'heure, on a parlé aussi de quelque chose qui est important dans les ballonnements, qui est la période surtout de la préménopause, où c'est le déséquilibre entre les œstrogènes et la progestérone qui va entraîner ce problème de ballonnements intestinaux. Donc ça, je dirais à la limite, la bonne nouvelle, c'est que c'est une période qui dure un certain nombre d'années et puis qui s'arrête. Mais si c'est au-delà de la période de la ménopause elle-même, c'est sûrement plus un problème d'intestin qui va provoquer ces ballonnements.
Donc, la dernière question, alors on va passer un petit peu plus vite sur la dernière partie, d'abord parce que je pense Ouais. que beaucoup d'entre vous commencent à avoir faim, et nous aussi. Et puis, c'est vrai que je pense qu'on en parlera peut-être plus au cours d'une prochaine session. C'est comment éliminer les désagréments de la ménopause, quels compléments peuvent être utiles pour retrouver de l'énergie et lutter contre les bouffées de chaleur. Donc, pour ce qui est de l'énergie et de la fatigue, bah, je dirais tout d'abord, c'est d'avoir une alimentation qui soit équilibrée pour qu'elle apporte tout ce qu'il faut. Malgré tout, on a peut-être des cultures qui sont quand même relativement carencées. Donc, ça peut être intéressant de faire des cures de mélange de vitamines. Il faut penser au magnésium aussi, qui peut souvent manquer. Et puis, un élément que je trouve très intéressant, qui est la tyrosine. La tyrosine, en fait, c'est un acide aminé, c'est-à-dire une fraction, un élément de protéine. Mais cette tyrosine est le précurseur direct, d'une part des hormones thyroïdiennes et d'autre part de la dopamine. La dopamine, c'est un neuromédiateur qui, comme son nom l'indique, est plutôt dopant, c'est-à-dire que c'est ce qui permet de bien démarrer la journée, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la motivation, d'avoir de la concentration. Et puis aussi, cette dopamine va se transformer en noradrénaline et donc va permettre de continuer son action. Donc, si vous avez l'impression d'être fatigué, raplapla, etc., et notamment là, on va arriver vers la période de dépression saisonnière pour celles que ça concerne, eh bien, la tyrosine peut être un complément alimentaire très intéressant dans ce cas-là. Un autre complément dont on parle souvent, c'est les compléments alimentaires à base de soja pour les bouffées de chaleur, avec certains médecins les contre-indiquent s'il y a un risque de cancer du sein. C'est assez controversé à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut discuter avec votre médecin, avec votre gynécologue. Il en existe également d'autres avec des formulations différentes, des plantes différentes, certains à base de graines de lin, certains à base de sauge, à base de différentes plantes qui ont une action hormonale. On reste quand même dans quelque chose d'assez médical, entre guillemets. Donc, je pense que c'est du cas par cas. Ça doit se discuter avec votre médecin, avec votre pharmacien éventuellement. Mais il faut éviter une consommation un peu à l'aveugle de ce genre de compléments alimentaires. Et puis, pour conclure cette soirée, je dirais que finalement, le meilleur moyen de ne pas être fatigué, c'est de favoriser naturellement sa fabrication d'hormones anti-âge. Je pense que si vous vous êtes pas endormi en route, ça vous rappelle quelque chose. Donc, favoriser la DHEA, bah, c'était les protéines, les oméga 3, les poissons gras, lutter contre le stress pour préserver la DHEA et éviter l'excès de cortisol, et puis faire de l'activité physique. Et je crois que là, la boucle est bouclée et que donc, vous avez toutes les astuces pour passer au mieux cette période de votre vie et faire comme nous, je l'espère, c'est-à-dire arriver dépasser les 55 ans, bientôt 60 pour José, et se trouver finalement en meilleure forme que 10 ou 20 ans plus tôt. Alors, petite dernière question avec Christine qui nous dit où trouver cette tyrosine, dans quels aliments, ou est-ce que c'est un élément que l'organisme fabrique et ne sait plus fabriquer? Si l'organisme utilise ces acides aminés qui sont à partir des protéines de la viande notamment. Alors, la tyrosine est un acide aminé indispensable ou essentiel. Ça veut dire que nous ne pouvons pas le fabriquer. Donc, nous devons obligatoirement le trouver dans l'alimentation. Et la principale source, on est encore sur les protéines. C'est un morceau de protéines, donc c'est dans les protéines, principalement les protéines animales.
Et principalement celles que l'on va manger le matin. Donc c'est pour ça que habituellement on conseille aux personnes que nous voyons de consommer par exemple des œufs ou du jambon au petit déjeuner. Ça va être aussi un bon moyen de fabriquer cette tyrosine. Et puis si on a une difficulté à la fabriquer, eh bien là on va la prendre donc sous la forme de compléments alimentaires qui vont venir en plus des protéines qui sont dans l'alimentation, mais qui vont permettre d'avoir un apport un petit peu plus ciblé dans le temps. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Nous serions heureux que vous nous posiez des questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à nous envoyer aussi également votre avis sur ce webinaire. Est-ce que ça a pu apporter quelque chose de positif par rapport aux questions que vous posez? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réorienté d'une autre manière? Voilà, nous sommes tout oui et nous attendons toutes vos questions à travers le chat ou des emails que vous pourriez nous envoyer. Voilà. Alors, normalement, vous allez recevoir aussi un mail avec un petit questionnaire. Donc, ça sera l'occasion de répondre à ces questions. Voilà, si vous pouviez répondre à ce petit questionnaire, ça nous ferait très plaisir et puis ça nous permettrait d'avoir votre retour. Voilà. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Pour Martine, effectivement, nous allons réfléchir sur le fait de se présenter un petit peu plus à l'écran avec une caméra. Donc là, c'était un petit peu des conditions particulières puisque nous en sommes à notre deuxième webinaire et nous ferons en sorte d'en faire de plus en plus. Donc, vous verrez nos têtes, finalement, avec le mélange de PowerPoint et également de vis-à-vis. Voilà. Nous vous remercions toutes et à bientôt pour de nouvelles questions et de nouvelles présentations. Bonne soirée et merci de votre écoute. Au revoir. Au revoir.